À la fin du XVIIIe siècle, Paris manque cruellement d'eau. Et ça fait des années que ça dure. À la Révolution, les cahiers de doléances des Parisiens regorgent de plaintes sur le prix de l'eau, sur les difficultés d'approvisionnement, sur la saleté des puits ou le manque de fontaines publiques. On redoute une crise sanitaire, une crise sociale et surtout une crise politique. Et si la solution venait de la rivière de l'Ourcq? On présente souvent le canal de l'Ourcq comme l'une des grandes œuvres parisiennes de Napoléon. Dans ses mémoires, Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur, raconte que Bonaparte lui aurait demandé « Je veux faire quelque chose de grand et d'utile pour Paris, quelles seraient vos idées ?» Et que Chaptal lui aurait répondu « Donnez-lui de l'eau ». C'est une belle histoire, surtout pour Chaptal, mais l'idée n'est pas nouvelle du tout. Tout au long du XVIIe siècle, plusieurs projets de canaux parisiens émergent, et en 1676, Pierre-Paul Riquet, qui est le constructeur du canal du Midi, propose déjà de détourner les eaux de l'Ourcq vers Paris avec l'accord de Colbert. Mais Riquet est accaparé par le canal du Midi, il meurt en 1680, Colbert 3 ans plus tard, et tout retombe dans l'oubli. Fin XVIIIe siècle, plusieurs ingénieurs ressortent l'idée. Cette fois, le projet va assez loin, il est même évoqué pour la première fois de faire arriver l'eau dans un vaste bassin près de la Villette. Tout ça est même annoncé dans les journaux, mais à nouveau rien n'aboutit. Et ce que va reprendre et adapter Napoléon en 1802, c'est tout simplement ce projet ou la somme de ces projets. Par la loi du 29 Floréal an 10, c'est-à-dire le 19 mai 1802, il décide la construction du canal de l'Ourcq et des canaux Saint-Denis et Saint-Martin. Il confie l'ensemble à l'ingénieur Pierre-Simon Girard et le chantier est pour le moins compliqué. La légitimité de Girard, qui avait participé à l'expédition d'Égypte et qu'on voit récompensé pour ça, est largement remise en cause. Il y a des querelles continues avec le Conseil des ponts et chaussées, des tensions entre la ville et l'État, des polémiques sur le tracé, sur les techniques et même sur l'usage du canal. Est-ce qu'on en fait une simple adduction d'eau ou une véritable voie navigable? On va décider d'en faire les deux, un canal pour approvisionner Paris en eau et une voie navigable pour le commerce. On prévoit aussi un port à la Villette, qui n'est alors qu'un village avec ses champs et ses vignobles, et tout ça pour l'horizon 1805, ce qui n'arrivera évidemment pas. La mise en eau du bassin de la Villette a lieu en 1808, mais l'ensemble du réseau, c'est-à-dire presque 100 km de parcours pour 5 départements traversés, ne sera réellement exploité qu'à partir de 1824, sous la Restauration, et ce après moult péripéties. Bref, le chantier dépasse largement Napoléon. L'eau est captée dans l'Aisne, puis la rivière de l'Ourcq est canalisée jusqu'à Mareuil-sur-Ourcq dans l'Oise, où commence le canal qui file jusqu'à Paris. Ici, au niveau de ce qu'on appelle le rond-point des canaux, démarre le canal Saint-Denis qui rejoint la Seine au niveau de l'île Saint-Denis. Et à l'extrémité du bassin de la Villette, le canal Saint-Martin, qui sera lui inauguré en 1825, relie la Villette au port de l'Arsenal. La distribution d'eau par habitant passe d'environ 27 litres par jour au début du siècle à plus de 100 litres après l'achèvement du canal. Mais surtout, avec les canaux, Paris change de visage. Les marchandises affluent par cette voie d'eau. Blé, vin, charbon, sucre, on dépasse même la Seine pour certains trafics. On peut aussi voyager sur le canal de l'Ourcq. Il existe des bateaux-postes qui font la liaison entre Paris et Meaux. Il faut quand même compter en moyenne 5 heures, et ça vous coûtera 1 franc 25 en première classe, avec salon chauffé en hiver s'il vous plaît. Dans les années 1830, déjà jugé insuffisant pour l'eau potable, le canal est élargi et approfondi. Et en 1860, la Villette est l'un des villages annexés à Paris, et le canal est à nouveau remanié. On construit notamment de nouvelles écluses, des ponts. En quelques décennies, la Villette va passer d'un paysage agricole au plus vaste site industriel de la capitale à la fin du 19e siècle. Le système d'approvisionnement en eau des Parisiens est complètement revu par Haussmann, qui va réserver les eaux de l'Ourcq au service public, c'est-à-dire les fontaines ornementales, le nettoyage des rues, l'entretien des espaces verts, et c'est encore le cas aujourd'hui. Jusqu'aux années 1950, la Villette va rester l'un des ports les plus importants de France. Puis arrive la désindustrialisation, les entrepôts et les usines ferment petit à petit, certains bâtiments tombent, d'autres se reconvertissent, mais le canal lui est toujours là, il est devenu un lieu de promenade, de culture, de sport et de migration des grands cormorans l'hiver. Si ce passé industriel et ses mutations vous intéressent en particulier, je vous renvoie à mes vidéos sur le pont levant de la rue de Crimée, sur les magasins généraux, sur les abattoirs de la Villette et sur le canal Saint-Martin. Mais soyez indulgents, c'était mes débuts, donc ne jugez pas, enfin pas trop fort. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire du canal de l'Ourcq, si tu veux que je m'attaque à un autre lieu de la capitale, et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires parisiennes.